Dans la dernière vidéo, je vous expliquais un petit peu l'histoire et la logique de la technique Pomodoro, mais sans insister sur les détails de comment elle fonctionne. Et vous avez sans doute compris que si j'insistais pas sur ces détails, c'est parce que je considère que la technique Pomodoro, c'est une illustration classique de comment est-ce qu'on peut partir d'une observation très juste sur le fonctionnement attentionnel humain, pour finir par créer un outil managérial bidon qui va renforcer la culpabilité et les croyances dans les logiques de la performance et de la productivité. Et pourtant, j'utilise quand même la technique Pomodoro et j'insiste quand même en consultation pour que les personnes que je suis utilisent la technique Pomodoro. Ou plutôt, ma technique Pomodoro. Que j'appelle pas technique d'ailleurs, que j'appelle plutôt méthode. Mais bon, ça c'est vraiment parce que je chipote. Le Pomodoro, s'il est devenu un totem managérial, c'est parce qu'il promet de transformer un cerveau fatigué en machine à produire. Ce détournement, il occulte une réalité clinique très simple. Un minuteur qui borne un début et une fin peut soulager un système nerveux saturé, à condition de l'utiliser comme un appui externe, et non pas comme un juge ou comme un nouvel enjeu de performance. Si vous êtes concerné par le burn-out autistique ou post-masking, et que le camouflage social, l'hypersurveillance de soi, la correction permanente de votre langage, de votre regard, de vos gestes, la répression de vos stimes, de vos idées, de vos observations, a bousillé votre santé mentale et vos fonctions exécutives au point de ne plus être capable d'initier des actions, et bah c'est pas le bouquin de Francesco Cirillo qui va vous aider. Et de la même façon, si vous êtes concerné par les profils post-traumatiques et que les expositions répétées au stress et aux triggers perturbent votre capacité d'initiation ou d'attention, votre mémoire de travail, votre flexibilité cognitive au point que chaque tâche vous paraît être une montagne, et bah vous pourriez trouver dans cette vidéo un outil assez utile. Pas magique. Utile. L'exemple que je vais utiliser pour illustrer mon propos, il n'est pas fictif, mais il n'est pas non plus individuel. C'est-à-dire que si vous êtes un ou une de mes patients ou de mes patientes et que vous vous reconnaissez, je parle sans doute un petit peu de vous, mais pas que. C'est sans doute un point saillant de la sociologie de ma patientèle, et peut-être des gens qui regardent mes vidéos, mais j'ai aidé plusieurs personnes à reprendre le tatouage après plusieurs années d'abandon de l'activité avec cette méthode-là. Alors, j'ai aidé plusieurs personnes à faire plusieurs trucs avec cette méthode, mais le tatouage, c'est un truc qui est revenu souvent. C'est pas juste une coïncidence, hein. Si mes consultations elles étaient plus chères, peut-être que ce serait le golf ou le polo, j'en sais rien. Bon, je base ma méthode sur une logique un petit peu décalée par rapport à celle de Cirillo. Lui, il fait 25-5, moi je fais plutôt 30-10. Ça veut dire 30 minutes d'activité centrée vers la reprise d'un loisir ou d'une passion et 10 minutes de pause. Et au bout de 3 cycles, 30 minutes de pause, je trouve que c'est pas mal. Et donc pour vous illustrer son intérêt, je vous ai listé 10 observations qualitatives que j'ai pu faire avec cette méthode. Le profil moyen de référence est une femme blanche de 28-30 ans avec un profil neuroatypique et post-traumatique sévère et qui a arrêté le tatouage depuis 1 an et demi, 2 ans. Ce sont des observations longitudinales menées sur plusieurs mois et reposant sur l'analyse de trajectoires subjectives, de récits et de régularités fonctionnelles observées dans le temps. Je n'ai volontairement pas utilisé de mesures standardisées, donc on me reprochera naturellement la non-réplicabilité de mes observations, ce que j'assume et on en reparlera parce qu'il faudra bien un jour aborder le sujet de la fameuse crise de la réplicabilité. Première observation, le principe d'amorçage. La patiente ne lance jamais le chronomètre au moment de commencer à tatouer. L'action initiale anticipée, ça ne doit jamais être reprendre le tatouage. Ça doit être un micro-geste, et ici, le micro-geste, c'est lancer un chronomètre. Votre cerveau passe son temps à vous mentir, maintenant c'est à votre tour de lui mentir un petit peu. Vous n'allez pas faire du tatouage, vous allez lancer un chronomètre. C'est un premier pas concret et faisable immédiatement. Donc le premier jour, la patiente lance le chronomètre et va se faire un thé. On va déjà commencer par ça, hein, on fait pas un truc sans avoir une boisson chaude. Ça me paraît normal. Ça lui prend 10 minutes. Puis elle va dans son garage pour aller chercher la caisse qui contient son matériel de tatouage, et elle fait la poussière sur la caisse pour ne pas se salir les mains et donc salir les outils. Et puis, 10 minutes, donc le chronomètre sonne. Deuxième observation, les 30 minutes servent de cadre. Elles servent de cadre et donc surtout pas d'injonction, hein. Le but c'est pas de courir après le chronomètre, mais de l'oublier et de faire les choses à un rythme qui nous paraît naturel. Ça délimite une durée tolérable qui rend possible l'initiation. Je me lance pas dans une après-midi de planification et d'organisation, je fais 30 minutes dans la direction générale d'un truc que j'aimerais réussir à refaire un jour. Les 30 minutes produisent un espace-temps qui empêche la dispersion. Le thé, c'est pas de la dispersion, on l'a fait parce que ça fait partie du rituel, ça fait partie de l'activité. C'est pas en dehors. Ça s'inscrit dans la même direction que le reste des actions qui suivent. De la même façon, les 10 minutes de pause, même si elles sont ressenties comme une contrainte, parce qu'on a souvent envie de faire plus, et elles donnent la mesure et permettent de scanner la fatigue. La patiente boit quelques gorgées de thé, ramène une assiette à la cuisine, et puis... non. Flemme de continuer. Troisième observation, le Pomodoro légitime l'action minimale. Le fait d'avoir fait un seul Pomodoro, c'est très loin d'être un échec. Que ce soit ramener le matériel de tatouage, ouvrir le logiciel de montage, le document Word ou Fruit Loops, si on veut faire de la musique, ce sont objectivement des actions. Ce sont surtout des actions qui n'avaient pas été faites avant ça. C'est ce que j'appelle une unité complète d'initiation. Ce qui était dur, c'était pas de tatouer, ça la patiente elle sait le faire, c'était de commencer, d'initier l'action. Là, c'est fait, on reste sur une victoire, elle ne va pas s'effondrer devant ses
aiguilles ou ses fausses peaux, elle a eu la victoire qu'elle désirait, elle a initié une action qui va dans la direction du tatouage. Et cette action, elle n'aura pas à la refaire demain. Elle a ouvert la voie de façon extrêmement concrète. Quatrième observation, la possibilité du choix après la pause. À la fin de chaque Pomodoro, deux options coexistent. Reprendre avec un autre cycle ou s'arrêter là. Dans les deux cas, comme je le disais, il y a réussite, car une action a été amorcée et tenue dans le cadre. Ce principe, il transforme le choix en espace de liberté plutôt qu'en verdict sur la volonté. On arrête de se juger avec des critères productivistes et performatifs irréalistes et on constate. Si aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter après un Pomodoro et que demain j'arrête après deux Pomodoro, c'est que j'ai doublé ma capacité de maintien dans une activité. Et c'est une observation extrêmement précieuse parce qu'elle me dit que c'est pas désespéré. Cinquième observation, la pause est une phase de consolidation cognitive. Une fois qu'on a accepté qu'il n'y avait pas d'échec tant que l'action a été initiée et donc qu'on a commencé à concevoir comme possible un monde dans lequel c'est notre temporalité à nous qui va nous guider dans nos actions, plutôt qu'une temporalité imposée et brutale, et ben on laisse à notre cerveau un espace extrêmement précieux aussi, que ce soit vis-à-vis des 10 minutes de pause ou de l'espace entre deux unités d'initiation. Ces temps, ils permettent au cerveau de digérer le fait qu'une action a été lancée. Ça permet de déclencher le mécanisme inconscient de préintégration. Le cerveau, il prépare la reprise en arrière-plan, sans charge consciente. Pendant ce temps, le système nerveux planifie inconsciemment la suite et réduit donc la résistance à reprendre. Le lendemain, la patiente, elle relance un chronomètre, 30 minutes, elle se refait un thé, elle sort la pédale, l'alimentation, les aiguilles, le grip, elle regarde les dates de péremption des consommables, parce que l'encre, le désinfectant, le liquide de transfert, tout ça, bon voilà, on peut peut-être pas forcément le garder. Elle fait la poussière sur chaque objet, elle se réhabitue à prendre en main la machine, ça sonne, et 10 minutes après, elle va relancer un deuxième et dernier Pomodoro pour la journée, 30 minutes pendant lesquelles elle va commencer à faire un dessin sur une fausse peau. Et après ça, elle fait elle-même le constat qui suit. Sixième observation, la matérialisation du temps réel. Constater qu'un Pomodoro, ça représente 30 minutes d'investissement réel, ça rend le travail visible. Le fait d'avoir ce repère, ça vous empêche de vous gaslighter avec des phrases du type ah, j'ai rien foutu de ma journée, je suis pas du tout assez productive, etc. Le temps devient une donnée concrète et mesurable. Je sais ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai travaillé pendant plus d'une heure. Avant-hier, c'était 0. Septième observation, le renforcement de la continuité attentionnelle. En répétant des cycles courts, le cerveau réapprend à maintenir un fil entre l'intention, le début et la fin de l'action. Dans des contextes d'épuisement ou de dissociation, cette continuité, elle est souvent rompue. Chaque tâche semble isolée, déconnectée du reste. Avec la méthode, la patiente, elle constate qu'au moment de relancer le chronomètre, elle pense déjà à ce qu'elle faisait la veille. Son cerveau, il garde la trace de l'action précédente, et ce simple glissement de reprendre à zéro vers poursuivre, il marque la rééducation de la continuité attentionnelle. Le Pomodoro ne rétablit pas la concentration, il réapprend au système nerveux qu'on peut commencer et finir sans s'effondrer, et que l'élan du lendemain, il s'appuie sur l'élan de la veille. Huitième observation, la régulation dopaminergique et motivationnelle. Chaque micro-action accomplie stimule la boucle de récompense dopaminergique, ce qui aide à rétablir le tri des priorités. Le Pomodoro, il soutient la capacité à évaluer le gain potentiel d'une tâche, alors que l'état actuel empêche d'en anticiper la valeur. On a beaucoup parlé de l'initiation en pensant au début de l'activité, mais les niveaux observés de dopamine et de noradrénaline qui permettent de savoir comment prioriser une tâche, ils sont aussi mis en regard par le cerveau avec le gain issu de la tâche. En gros, si vous vous dites j'aimerais bien reprendre le dessin, et votre centre décisionnel, il vous dit pas juste ah non c'est galère, il faut sortir les outils, les crayons, le papier, etc. On n'a pas de ressources pour ça. Il vous dit aussi même si on arrive à mobiliser les ressources pour faire un dessin avec le niveau de dopamine tel qu'il est actuellement, il reste un sacré risque. C'est que le dessin il soit moche et que du coup, au bout de l'activité, on n'ait aucune récompense. Ce qui est perçu comme un danger réel et ce qui est une très mauvaise façon d'anticiper la valeur du gain. Parce que vous, ce que vous vouliez à la base, c'était pas spécialement faire un beau dessin, c'était reprendre le dessin sur le long terme. Se concentrer sur l'achèvement des pomodori plutôt que sur le résultat concret d'une tâche isolée, ça permet d'éviter les sentences à base de tu vois, on n'aurait jamais dû faire ça parce que maintenant on a même plus l'énergie d'initier la préparation d'un repas, et donc les dessins, ça met en danger le système dans son entier. Neuvième observation, l'ajustement de l'effort au coût cognitif réel. Au bout de quelques jours, la patiente, elle réalise que ce qu'elle appelle une petite tâche, ça demande une dépense énorme. Sortir la caisse, nettoyer, brancher la machine, ça mange un pomodoro complet. Le chronomètre ne lui apprend pas combien elle a travaillé, il lui apprend combien ça lui coûte. Et ça, c'est une donnée nouvelle. On arrête de confondre courte et facile. Elle découvre qu'elle n'est pas lente, juste épuisée, et qu'il faut compter ce coût-là pour tout. Pour la même raison, j'ai beaucoup
beaucoup de mal avec les listes du type les choses que j'ai faites aujourd'hui ou les choses que je vais devoir faire cette semaine, parce que les gens ils me montrent souvent des listes comme ça pour essayer de retrouver une fonction exécutive un peu soutenante. Mon problème avec ça, c'est que les 3/4 du temps, ces listes-là, elles sont complètement déconnectées de la réalité de la personne et elles essayent de se calibrer sur une réalité normative et un peu fictive. Un exemple concret, c'est un patient qui essaye de compter le nombre de cuillères que lui a coûté une après-midi, je lui demande ce qu'il a fait, et il me répond quasiment rien, je suis allé au cinéma. Bon, ça c'est... narrativement ça marche, mais c'est pas réaliste subjectivement. Ça veut rien dire, je suis allé au cinéma, ça m'a coûté 3 cuillères. Du coup, je lui ai demandé, non mais vous avez fait quoi exactement? Et après avoir insisté 3 ou 4 fois, il me répond, je me suis fait à manger pour tenir l'après-midi, je me suis habillé, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, j'ai attendu le bus, j'ai pris le bus pendant 25 minutes, j'ai acheté mon ticket au guichet, et j'ai vu le film, et puis je suis reparti. C'est cette liste d'actions-là qui est réaliste, et pas juste je suis allé au cinéma, parce que le coût sensoriel, énergétique, social et cognitif, il se situe autour de cette action. Surtout autour de l'action en tout cas. Le Pomodoro, il transforme l'action nommée en espace-temps d'activité, et chaque chose qui en est à l'intérieur a un coût qui peut être mesuré par comparaison avec le contenu des autres Pomodori. Et pour finir, 10e observation, le Pomodoro peut être un outil d'écologie attentionnelle, pour se remettre sereinement d'un burn-out ou d'une période de très forte réactivation traumatique. C'est extrêmement utile de savoir comment fabriquer sa propre écologie attentionnelle. C'est exactement pour ce point-là que je trouve que la technique Pomodoro de Francesco Cirillo est nulle et que la mienne est quand même un peu meilleure. Parce que l'écologie attentionnelle, c'est exactement le contraire de la gestion du temps. C'est une manière d'habiter son énergie et de comprendre que l'attention n'est pas un réservoir à remplir, c'est un milieu à entretenir. Pour être capable de faire des choses, il faut pas se forcer jusqu'à la fin d'un chrono, il faut réussir à recréer les conditions d'émergence de nos passions, de nos intérêts spécifiques et de nos hobbies. Les personnes neuroatypiques, elles font régulièrement des hyperfocus sur des tâches répétitives. Elles peuvent passer 5 heures à faire des maquettes, du crochet, du tricot, du code, des Lego, etc. Bon bref, des trucs qui a priori ne demandent pas de lancer un chrono, parce que c'est ça qui nous repose de toutes les choses un peu plus contraintes qu'on a fait autour. Et pareil pour les personnes avec des profils post-traumatiques. S'allonger dans son lit et regarder le plafond, c'est peut-être une des activités les plus fatigantes qu'on puisse faire quand notre cerveau nous a appris que l'absence de signal, l'absence de stimulation, c'était un danger imminent. Parce que si votre cerveau il cherche un truc pour vous stimuler, je vous jure qu'il trouvera jamais mieux que la réminiscence d'un souvenir traumatique. Ça, vraiment, c'est hyper stimulant, il n'y a aucun souci. Alors j'appelle ça écologie attentionnelle, on pourrait aussi parler de cadre d'attention durable. Un cadre sans épuisement qui valorise la régularité plutôt que la performance, la restauration du lien entre énergie, désir et faisabilité, plutôt que la productivité. Ça passe par des rythmes, des rituels, des débuts et des fins clairs, des trucs répétitifs, prévisibles, rassurants, stimulants, tout ça dans un cadre sans contraintes sensorielles, avec un casque ou des écouteurs à réduction de bruit active, une boisson chaude, des vêtements confortables. En fait, tout ce qui peut permettre de vous réhabituer à vivre selon vos repères, avant de vous imposer de vivre selon les repères des autres. Et en vrai, ce que je fais là, ce sont juste des observations sur ce que permet le Pomodoro quand on l'utilise sans objectif de rendement. Et donc quand on l'utilise pour soi, plutôt que pour la satisfaction d'une entreprise ou d'une exigence normative. Il y a un énorme travail à faire en amont pour accepter, malgré tout ce qu'on nous a appris, à poursuivre comme enjeu non pas de redevenir performant, mais de redevenir vivant. Ça, c'est contraire à tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est gamin et gamine. Du coup, des fois, c'est vrai que c'est pas mal pour réussir à s'en convaincre, de voir les effets positifs concrets que ça peut apporter. Le fait de se foutre la paix.